Nous allons maintenant accueillir l'autre invité majeur de nos assises, après Édouard Philippe hier. Je ne m'ignore pas la présence des autres, mais enfin c'est vrai que nous avions deux invités phares lors de ces assises, profils totalement différents, même si c'est des personnalités qui sont appelées à se parler régulièrement. Nous recevions donc hier l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, et j'ai grand plaisir, comme nous avions reçu il y a 2 ans Laurent Berger, le secrétaire général de la CGT, eh bien, d'entendre le monde syndical. Thierry Baudet, d'une certaine manière, comme président du CESE, avait hier aussi une parole venant de la société civile, mais dans notre secteur, évidemment, où des dizaines, des centaines de milliers de salariés exercent les professions qu'on a décrites depuis hier, je suis très heureux de vous demander d'accueillir Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Alors, comme à chacun de nos intervenants, on a toujours donné le choix du pupitre ou du dialogue. Édouard Philippe a choisi le dialogue. On l'a fait l'an dernier, vous vous en rappelez, avec François Ruffin ou François Bayrou. Et merci Sophie Binet d'avoir accepté ce mode de communication, peut-être effectivement plus dynamique pour nos intervenants. Alors, je voulais peut-être commencer, on a plusieurs choses à voir ensemble, mais peut-être commencer par un point de vue général. On s'en disait un mot, la presse depuis 48 heures a reparlé activement des EHPAD à cause de cet événement, et au moins ça a été un effet positif de ces assises. Mais de manière générale, et avant de rentrer dans le détail, quelle est votre position, quelle est la position de la CGT sur la place du grand âge, avant même de rentrer sur les EHPAD ou sur la condition des salariés qui y travaillent? Est-ce que la question du grand âge est un objet politique dont la CGT s'empare régulièrement? Oui, bien sûr. Le problème, c'est que cet objet politique, il est beaucoup trop insuffisamment traité dans le débat politique, le débat public. Je ferai un peu un parallèle avec la question environnementale, en fait, parce que, de fait, le point commun entre ces deux questions, c'est des enjeux majeurs pour le présent et l'avenir qu'il faut anticiper, qui nécessitent des investissements massifs et qui nécessitent de se dire les choses et de se dire la vérité. En l'occurrence, sur l'environnement comme sur le grand âge, les chiffres sont connus. On sait qu'en 2030, il y aura plus de 65 ans que de moins de 15 ans. On sait que le nombre de personnes âgées dépendantes va doubler en 5 ans. C'est énorme. Et donc ça s'anticipe et ça s'organise. Et nous sommes sidérés de voir cette forme de grand silence, comme une poule en face d'un couteau, avec un refus de traiter la question, parce qu'on n'est pas en capacité de faire des choix politiques courageux en termes de financement pour cet enjeu qui est pas seulement devant nous, parce qu'il est déjà là. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Pour la CGT, on a lancé il y a quelques années une campagne qui s'appelle « Revaloriser le travail du soin et du lien ». Donc ça porte évidemment sur la question des personnes âgées dépendantes, mais ça porte aussi sur la question de la petite enfance, et puis plus largement sur tous ces métiers du soin et du lien, du care, comme disent les anglo-saxons. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que pour nous, cette question, c'est d'abord un sujet majeur pour toute la société, mais c'est aussi, la CGT est une organisation féministe, c'est aussi une question centrale quand on est féministe. D'abord parce que les métiers dans le secteur du soin et du lien sont hautement féminisés, à plus de 90% pour certains métiers, et qu'ils sont aussi très dévalorisés, et ça va ensemble. Quand on regarde, vous savez qu'entre les femmes et les hommes, il y a 25% d'écart de salaire en moyenne. Ces écarts, ils sont notamment liés au fait que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers, et que les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées sont moins bien payés à niveau de qualification équivalent. Et donc, notamment, les métiers du soin et du lien sont beaucoup moins bien payés que les autres. Si on compare un niveau de qualification équivalent, pour respecter ce que dit la loi, puisque la loi, elle dit un salaire égal pour un travail égal, mais aussi un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc, elle impose de comparer des métiers différents entre eux.
Pour respecter la loi, en fait, il faudrait augmenter quasiment de 25% les salaires dans le secteur du soin et du lien, puisque les qualifications sont beaucoup moins bien reconnues que des qualifications industrielles à niveau équivalent. Donc c'est un enjeu féministe, revaloriser le travail du soin et du lien, parce que ça permettrait de résoudre l'essentiel des écarts de salaire femmes-hommes en revalorisant ces métiers, en prenant en compte la pénibilité, etc. Mais c'est aussi un enjeu féministe parce que le fait de ne pas traiter ces questions-là, de prise en charge de la petite enfance et de prise en charge des personnes âgées dépendantes, qui s'en occupent des vieux et des enfants? Les femmes, majoritairement, c'est les tâches domestiques. Et donc, pour émanciper les femmes des tâches domestiques et leur permettre d'accéder au marché du travail, il faut socialiser les tâches domestiques. Et pour ça, il faut investir dans la petite enfance et dans les EHPAD pour pouvoir socialiser les tâches domestiques, éviter que les femmes soient comme aujourd'hui, d'être sur des emplois à temps partiel pour pouvoir prendre en charge leurs proches dépendants. Et donc, on voit combien cette question-là, la question de l'investissement pour prendre en charge les personnes dépendantes dans notre société, c'est un enjeu de progrès majeur. C'est un enjeu de progrès majeur parce que ça veut dire avoir une société davantage bienveillante, bien traitante et qui mette la dignité au centre. Comment est-ce qu'on peut imaginer dans la 6e puissance mondiale du monde qu'on laisse nos enfants ou nos personnes âgées dépendantes être dans des situations parfois indignes parce qu'on refuse d'investir, mais c'est aussi un enjeu de progrès si on veut que l'égalité femmes-hommes, ce ne soit pas seulement un vain mot. L'égalité femmes-hommes, ça passe par l'accès au travail des femmes, pour ça il faut socialiser les tâches domestiques, et ça passe par l'égalité salariale, donc il faut revaloriser ces métiers. Donc vraiment, pour la CGT, c'est une question centrale, et on s'inquiète qu'elle soit si absente du débat public. Alors, elle l'est effectivement, puisque, et pendant les élections européennes, dans le continent le plus vieux du monde, et pendant les élections législatives, évidemment, ce débat a été totalement en dessous des radars. Et on fait en sorte que ces assises permettent de le faire. Et donc, les journalistes qui sont dans la salle et qui notent ce que vient de vous dire, vous rajouteront à la liste de ceux qui, depuis hier matin, demandent à ce nouveau gouvernement un peu incomplet pour l'instant, eh bien que cette question revienne sur le débat. Ça fait partie de ces objets politiques qui peuvent être relativement consensuels dans une assemblée très fragmentée. C'est des sujets qui peuvent être à la fois source de polémique et en même temps, parfois, nous le verrons dans la table suivante avec les parlementaires, qui peuvent faire l'objet peut-être d'un accord au-delà d'ailleurs du champ politique. Vous êtes secrétaire général d'un syndicat qui compte donc des cadres sur l'ensemble du territoire, des délégués syndicaux. Bon. Moi, je voulais savoir aussi qu'est-ce qui vous remonte de vos mandants qui sont dans les EHPAD, publics ou privés. Quelles sont aussi les fonctions que vous avez? Parce que, en fait, vous co-gérez d'une certaine manière ce secteur à travers les OPCO, la formation, vous participez à l'activité quotidienne du débat social dans les EHPAD. Quelles sont les remontées que vous avez, vous, au plan national, de l'ensemble de vos responsables syndicaux qui travaillent dans cette branche? Alors la cogestion est très limitée, hein, je vous rassure ou pas, mais vous le savez de toute manière, il n'y a pas de cogestion en France, et par rapport à l'Allemagne, par exemple, le pouvoir des syndicats ou aux autres pays européens, le pouvoir des syndicats est bien plus faible. Sur les remontées que nous avons des salariés de ce secteur, pour nous, c'est un des secteurs qui est en alerte rouge en termes d'exigences salariales, de mauvaises conditions de travail, d'augmentation des arrêts de travail, de turnover, de burn-out, etc. Vous n'avez pas besoin de m'entendre le dire pour le savoir, il suffit de regarder des chiffres pour le voir. Donc, il y a vraiment urgence. C'est aussi un des secteurs dans lesquels on a les luttes les plus dures. Parce que, et on va en parler après, ce secteur s'est financiarisé dans une période récente et ce qu'on observe, c'est que dans les cliniques privées, dans les EHPAD privés, c'est là où il y a les affrontements sociaux les plus violents avec un déficit d'interlocuteurs, puisque quand on se bat contre des fonds de pension, c'est pas la même chose que quand on a un patron présent et si possible un employeur public. Donc on est aussi dans des secteurs où il y a un grave déficit de négociation collective et de dialogue social, avec des personnels qui sont totalement démobilisés par la situation, très en colère.
parce qu'on leur demande de mal travailler. Et c'est l'inverse de ce qu'ils et surtout elles souhaitent faire. C'est une remise en cause de leur dignité. Et c'est le premier symptôme de RPS, la façon dont on leur demande de travailler, qui est très dégradée, avec un manque de personnel énorme et un cercle vicieux. Manque de personnel égale mauvaises conditions de travail et mauvais salaire égale déficit d'attractivité. Bon, c'est ce cercle vicieux qu'il faut rompre. Je pense que tous et toutes dans cette salle, vous savez concrètement ce que ça veut dire quand je parle de maltraitance institutionnelle ou de travailler quand il n'y a pas assez de personnel. Très concrètement, ça veut dire qu'on demande au personnel de nourrir au lance-pierre des personnes âgées. Ça, c'est pas juste une question de bienséance. Une personne âgée qu'on nourrit au lance-pierre, c'est une personne âgée qui va mal se nourrir puisqu'elle a besoin d'avoir du temps pour être sûre que le plateau repas soit terminé, etc., d'être accompagnée. Un manque de personnel et des personnes à qui on demande de mal travailler, ça va être très concrètement espacer le rythme des douches et en faire 1 ou 2 ou 3 par semaine au lieu de 1 par jour. Ça va être des personnels à qui on va demander de mettre des protections périodiques à des personnes âgées qui n'en auraient pas besoin pour éviter d'avoir à les accompagner aux toilettes. Ça va être des professionnels à qui on va demander et dont on va minuter toutes les tâches et qui n'auront aucun temps pour le centre de leur travail, c'est-à-dire la dimension relationnelle. On sait qu'une personne âgée, c'est pas un robot, ce sont nos aînés, et donc il y a un enjeu de dignité, et que dans le soin dont il faut prendre d'elle, il faut passer du temps pour échanger avec elle, jouer avec elle, avoir une relation aussi personnelle, et que c'est ça qui fait... D'ailleurs, ce qui fait tenir les personnes âgées et les familles dans les EHPAD, c'est l'engagement des professionnels. Malgré tout cela, moi, je suis frappée de voir des professionnels qui sont hyper attachés au sens de leur métier, très engagés et qui se battent pour, malgré toutes ces difficultés, continuer à bien le faire. Donc, vous avez de l'or dans vos mains. Cet or, c'est l'investissement des professionnels, mais c'est aussi parce qu'il y a cet investissement et ces convictions que derrière... c'est des personnels qui peuvent être très exposés au burn-out. Parce que quand on sait que le burn-out, c'est des gens qui sont hyper investis dans leur mission. Là, vous avez des professionnels qui sont hyper investis dans leur mission et qu'on empêche de bien travailler. D'où la violence derrière de la situation. Et vraiment, on le sait. Ce qui fait la différence pour la famille ou pour les résidents, c'est pas est-ce que... on sait que comme le secteur s'est financiarisé, la capacité à attirer des usagers qu'on appelle maintenant clients, c'est un problème. C'est la capacité à étaler des choses sur sa plaquette et donc à pouvoir dire il y a un piano à queue, il y a chaque semaine un cours de foxtrot, etc. Bon, ça, c'est pas ça qui fait la différence dans la vie des résidents au quotidien. Ce qui fait la différence, c'est le dévouement des personnels et la capacité des personnels à passer du temps avec les usagers. Et c'est là-dessus qu'il faut investir plus que de pouvoir cocher des cases pour savoir si c'est un grand chef qui fait les menus, sachant derrière qu'on sait toute l'hypocrisie qu'il y a sur, par exemple, le grammage des repas qui vont être servis aux personnes âgées. Mais alors justement, allons là-dessus. Quand vous avez, comme c'est le cas dans ce secteur, et donc pour dans cette salle, près de 80% des EHPAD qui sont à but non lucratif. C'est l'ensemble de la profession qui se plaint d'un déficit de personnel, d'un déficit de moyens. C'est pas le propre du secteur privé. Comment vous faites la responsabilité entre ce qui est d'une part la volonté de faire des économies et puis le manque de moyens publics l'essentiel des personnels des EHPAD, qu'ils soient publics ou privés, sont payés par l'assurance maladie, et donc comment dire, le déficit de personnel ou la maltraitance institutionnelle que vous évoquez, elle n'est pas propre seulement au secteur marchand. Donc et c'est bien ça le problème en fait, c'est que le scandale des EHPAD privés entraîne dans sa chute les EHPAD publics et les EHPAD privés non lucratifs. Et donc là-dessus, il faut pouvoir se dire les choses. On sait, il y a des chiffres qui le montrent.
le taux d'encadrement dans un EHPAD public ou dans un EHPAD privé lucratif n'est pas du tout le même. Il y a une différence de 14 points, par exemple, sur les personnes les plus dépendantes. Il y a un taux d'encadrement de 14 points supérieur dans les EHPAD publics. Donc on a des indicateurs qui montrent que ce manque de personnel n'est quand même pas le même entre le public et le privé. La difficulté des EHPAD, elle est liée d'abord à un problème d'image qui a été généré par le scandale Orpea. La CGT a été la première à dire qu'il n'y avait pas que Orpea et que le problème, c'est le problème du modèle des EHPAD privés lucratifs où nous considérons que ça n'est pas possible de dire qu'avec de l'argent public pour s'occuper de nos proches, on va financer des EHPAD privés lucratifs qui ont, comme toute entreprise privée, hein, c'est la vie, voilà, c'est pas, moi ça ne me choque pas, c'est le statut, qui sont là pour générer du cash pour les actionnaires. Ils ne sont pas là, leur vocation, elle est là pour dégager des bénéfices. Et donc il y a une contradiction fondamentale. Et donc le problème, c'est que tant qu'on ne règle pas cette contradiction fondamentale, les EHPAD publics et les EHPAD privés non lucratifs sont entraînés par cela, parce que donc, la difficulté des EHPAD, elle est d'abord liée donc, au problème d'image lié à Orpea et qui a entaché tout le monde parce que les gens ne font pas la différence. 2, à un modèle économique, à une bulle spéculative qui a explosé après Orpea sur l'endettement, le surendettement des EHPAD privés lucratifs qui ont grossi par rachat externe. Je comptais, par exemple, pour préparer, Orpea, en 6 ans, il y a eu 11 rachats externes en 6 ans. Et c'est le cas à peu près sur tous les EHPAD privés lucratifs, un modèle qui repose sur l'endettement. Et on sait que les modèles d'extension qui reposent sur l'endettement, c'est malsain pour 2 raisons. D'abord parce que l'endettement, on le finance en serrant les coûts auprès des personnels et auprès des usagers. Et ensuite parce que derrière, ça génère une fragilité. Et là, il y a eu une fragilité avec une explosion de la dette. Et puis, les derniers éléments, c'est évidemment une inflation qui pénalise tout le monde et le fait que les budgets publics n'ont pas suivi cette inflation. Et après, le problème aussi, c'est que les EHPAD publics sont moins bien traités que les EHPAD privés lucratifs. Par exemple, sur la question de la taxe sur les salaires, de la TVA, etc., il y a un certain nombre de dispositifs qui aujourd'hui défavorisent les EHPAD publics, alors que les EHPAD publics investissent tout l'argent dans la prise en charge des résidents, contrairement aux EHPAD privés. Dernier mot sur les EHPAD privés, mais on va y revenir. En fait, grâce au scandale Orpea, on est enfin sorti de l'hypocrisie. Nous, ça fait des années que la CGT, elle disait ce qui se passait, que les professionnels le disaient, mais personne ne nous écoutait. Mais nous, on lançait des alertes, on n'était pas écoutés. Donc un grand merci à Victor Castanet, qui, grâce à son talent d'écrivain, a permis qu'enfin, on mette des mots sur ce qui se passait. Grâce à ce scandale, il y a eu beaucoup plus de contrôles qui ont pu porter leurs fruits dans un certain nombre de situations. Mais la situation, elle n'est pas du tout satisfaisante. Là, on est, je ne sais même pas si on peut dire, au milieu du gué. Il y a des mesures toutes simples qui pourraient être prises. Par exemple, depuis 2017, il n'y a plus d'obligation de reverser les excédents quand ils ne sont pas utilisés pour la masse salariale. On sait que les EHPAD privés lucratifs optimisent leur masse salariale, soit en recrutant des faisans fonction qui payent moins cher, soit en ne remplaçant pas tout leur personnel et qui ne la dépensent pas à la fin de l'année. C'est quand même la moindre des choses, surtout quand on nous dit qu'il y a un problème sur les comptes publics, de dire qu'on récupère cette masse salariale qui n'a pas été consommée. Aujourd'hui, on ne le fait pas et donc on incite, on soutient, on subventionne les mauvaises pratiques où on utilise de l'argent public, l'argent de la Sécu, pour aller financer tout à fait autre chose que la prise en charge de la dépendance. Donc si on ne règle pas cette question-là, on ne pourra pas travailler sur l'amélioration de la situation des EHPAD, parce que les EHPAD privés lucratifs, c'est aussi pour ça que c'est possible de le régler. On n'est pas sur une situation à l'anglo-saxonne où ça serait tout le secteur. C'est encore marginal. On est sur un quart. Donc ça peut se régler, c'est un quart du secteur. Mais ce un quart du secteur pèse négativement parce qu'il empêche de travailler sur tout le reste. Alors, excusez-moi d'insister, mais vous avez, vous, des responsables syndicaux dans des établissements publics. Oui. Il y a régulièrement des
des mouvements sociaux aussi dans des Oui. EHPAD publics. Et donc, comment vous les expliquez alors? C'est uniquement par contagion Non, mais il n'y a pas de paradis socialiste en France. Hein. Y compris, même, je vais vous donner un scoop, à la CGT, on a quelques salariés, pas beaucoup, et parfois ils sont mécontents de leurs conditions de salaire ou quoi. C'est la vie, il y a des contradictions d'intérêts, un lien de subordination, voilà. Et donc, dans les EHPAD publics, il y a plein de problèmes, avec plein de mobilisations, etc. Mais moi qui vois les deux, il y a une vraie différence. D'abord parce que dans les EHPAD publics, on a des équipes syndicales qui sont beaucoup plus solides. On a beaucoup plus de syndiqués, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de répression syndicale. Dans les EHPAD privés, il y a de la répression syndicale. Dans l'affaire Orpea qui est sortie, il y avait tout un volet. Nous avons d'ailleurs gagné en justice contre la direction d'Orpea sur la répression syndicale qui était mise en place contre nos équipes. Donc évidemment, c'est le fait que parfois on puisse voir moins de conflits dans les EHPAD privés, ça ne veut pas dire que ça va mieux, hein. Ça veut dire qu'il y a moins de syndicats. C'est ça le problème. Et dans les EHPAD publics, oui, il y a des conflits. Enfin, par exemple, l'EHPAD du Havre, je suis allée rencontrer voilà, Édouard Philippe est parti, c'est dommage, j'aurais pu lui en parler. Donc il y a beaucoup de problèmes à l'EHPAD public du Havre. Mais en attendant, dans les EHPAD publics, on a une culture de démocratie sociale qui fait que on arrive à se parler des choses et à les faire avancer. C'est pas toujours réglé, pas toujours bien réglé, mais en tout cas, il y a un cadre qui fait qu'on s'en parle. Dans les EHPAD privés, c'est tout à fait autre chose. On a des lanceurs d'alerte qui sont licenciés. Par exemple, Emera, une affaire que la CGT a dénoncée à l'automne l'année dernière, des aides-soignantes, des directeurs d'EHPAD ont été licenciés parce qu'ils ont lancé l'alerte sur des faits de maltraitance. Donc le problème, il est là, et effectivement, tous les acteurs ne se comportent pas pareil, loin de là. Mais alors, c'est quoi la solution alors? Parce qu'à un moment donné, et le débat a eu lieu, hein, et à votre place, il y a exactement un an, Victor Castanet, qui était venu. C'était d'ailleurs la première fois, après la publication de son livre, qu'il venait devant un parterre de centaines de directeurs d'EHPAD publics et privés. Et donc, il a assumé, on a dialogué avec lui. Je crois que dans quelques jours, c'est la même chose sur les crèches, puisque c'est sa prochaine publication là, dans quelques semaines. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous prônez? Hier, il y avait également Benoît Hamon qui parlait de bénéfices raisonnables. Il ne prenait pas forcément la fermeture de 1500 EHPAD demain matin. Mais c'est quoi donc, dès lors que vous considérez, c'est votre position et c'est la position de la CGT, qu'une partie du problème des EHPAD vient de l'existence de ces établissements à but lucratif, c'est quoi la solution? En fait, il y a des solutions à deux niveaux. La solution d'urgence immédiate, c'est de dire il faut réguler le secteur, et cette régulation n'a pas été mise en place après le scandale Orpea. Donc la première des régulations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les excédents non utilisés qui devraient financer le personnel, il faut les récupérer. Parce que ça, là, on incite à l'optimisation, c'est scandaleux, ça se fait très simplement, puis ça permettrait de faire rentrer de l'argent public. La deuxième chose, c'est on a besoin qu'il y ait dans la loi un ratio obligatoire de taux d'encadrement en termes de personnel, et que ça soit des obligations de qualité pour tout le monde. C'est pas normal que les EHPAD publics aient 14 points de taux d'encadrement supplémentaires par rapport aux EHPAD privés lucratifs. Et puis la troisième chose, c'est sur les contrôles. Je disais que c'est un élément positif suite à Orpea, il y a eu plus de contrôles. Mais bon, sur les contrôles, on peut quand même améliorer les choses, quoi. Enfin, notamment, un contrôle, c'est pas un contrôle où on prévient à l'avance, c'est un contrôle inopiné. Où on n'a pas le temps de préparer et réorganiser les choses, parce que sinon ça fausse une partie du contrôle. Donc il y a besoin d'avoir de vrais contrôles durcis sur le secteur. Et puis après, à moyen terme, mais qui peut être aussi très court terme, nous pensons qu'il ne faut plus d'argent public pour financer des EHPAD privés lucratifs. Il y a certains départements, je pense par exemple au département des Landes, dans lesquels il n'y a aucun EHPAD privé lucratif, ils ne vont pas plus mal, c'est tout à fait soutenable. En fait, on est à un moment où on peut faire le bilan. Cette ouverture au privé, il n'y a pas eu toujours des EHPAD privés ou des crèches privées. Ça a été décidé il y a une quinzaine d'années. Ça a été décidé, pourquoi? Parce que l'argument c'était, il y a tellement de besoins qu'on ne va pas pouvoir les couvrir avec le seul public. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas vrai. Les EHPAD privés, ça coûte au moins aussi cher à l'argent public que les EHPAD publics, avec des résultats qui sont
problématique parce que tout ne va pas sur la prise en charge des résidents. Il y a une partie qui est absorbée par le coût du capital avec des stratégies d'optimisation fiscale, etc. Et puis il faut dire aussi à qui on a affaire quand on parle des EHPAD privés lucratifs. C'est quelques acteurs qui se concentrent sur le secteur. Il y a une hyper-concentration qui est en augmentation. C'est des groupes fortement internationalisés et qui sont en plus détenus par des fonds avec une financiarisation du secteur. Donc il faut juste dire clairement les choses. Ça n'est pas compatible avec l'objet de la prise en charge de personnes dépendantes, que ça soit dans le secteur de la petite enfance ou dans le secteur des personnes âgées dépendantes. Sinon, de toute manière, il y aura des scandales à répétition. Et le problème, c'est que tout le secteur est pénalisé par ces scandales. C'est ça le souci. Bon, alors votre propos est éminemment, potentiellement polémique, mais nous, on invite des gens qui pensent différemment pour qu'ils exposent leur point de vue. Et moi, je veux que, y compris si, et c'est évident qu'un certain nombre de directeurs ici ne sont pas forcément sur votre ligne, mais moi, je veux que, et c'est à ça qu'ils servent les assises, que des acteurs de différentes sensibilités puissent exposer leur point de vue. Je viendrai sur ce qu'est le travail aussi d'une organisation syndicale, c'est ce que je disais tout à l'heure, la question de la formation, de la rémunération, de la sinistralité. Il y a quelque temps, Myriam El Khomri est venue ici pour faire un rapport montrant que la sinistralité dans le secteur des EHPAD était quasiment 2 fois supérieure à celui du BTP. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en filigrane. Donc, au quotidien, dans les remontées que vous avez, mais aussi dans le travail que vous-même vous faites auprès des pouvoirs publics, et notamment du ministère de l'Emploi, du Travail ou de la Santé, comment vous intégrez ces sujets de la sinistralité, des accidents du travail, de la question des rémunérations, puisque vous êtes des partenaires sociaux. Je parlais de cogestion, évidemment, ce n'était pas le mot approprié tout à l'heure, mais vous êtes des partenaires sociaux qui négocient les conventions collectives. Il y a ici des dirigeants du SINERPAD, de la FEAP, et quand il y a des organisations patronales comme celle-ci, eh bien, il y a des syndicalistes. Donc, quel bilan vous faites aussi de la négociation sociale avec les patrons, qu'ils soient à but lucratif ou non lucratif, sur ces enjeux-là qui sont au quotidien, rémunération, formation, sinistralité? Malheureusement, il n'est pas bon. Sur les 2 branches principales, sur le privé, la SINERPA et la FEAP, il y a 48 métiers dont les minima sont inférieurs au SMIC. 48 métiers, c'est-à-dire que jusqu'aux aides-soignantes, elles sont dans la branche sur des minima inférieurs au SMIC. Ça veut dire qu'il y a un tassement énorme avec des personnels qui sont extrêmement mal payés. Et en fait, cette situation salariale, elle donne le ton sur tout le reste des garanties collectives. C'est des branches dans lesquelles les garanties collectives sont ras des pâquerettes. Par exemple, les jours de congé enfants malades, il n'y en a pas ou quasiment pas, alors que c'est majoritairement des femmes qui vont aussi avoir des enfants, des personnes dépendantes à prendre en charge. La question de la pénibilité est une question majeure qui est très peu prise en compte parce qu'on le sait, la pénibilité dans les secteurs à prédominance féminine, elle est invisibilisée. Moi, je suis désolée. Quand on est ouvrier dans le BTP et qu'on porte des sacs de ciment, il y a une réglementation qui est très claire sur on n'a pas le droit de porter plus de tant de kilos dans les sacs. Quelle est la différence avec quand on est une femme aide-soignante dans un EHPAD et qu'on porte des personnes âgées? Le poids est le même. Pour autant, en termes de prise en compte de la pénibilité, d'un côté, il y en a, mais grâce aux luttes qu'on a menées, évidemment, ça n'est pas arrivé tout seul. Et de l'autre côté, sur la question de la pénibilité dans les EHPAD, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Donc, il y a des lève-personnes, il y a des équipements, et d'ailleurs, c'est mieux dans les EHPAD que sur la prise en charge à domicile. Ça, c'est aussi un sujet. Nous, on est favorable au développement du domiciliaire, mais ça pose de vraies questions en termes de conditions de travail, notamment sur la question de la pénibilité, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aménager les conditions de travail au domicile que dans les EHPAD. Mais sur la pénibilité, il y a beaucoup trop peu de travail sur la pénibilité en termes de charge physique, et puis aussi une pénibilité qui est très invisibilisée, qui est la charge physique et nerveuse. Le fait d'être confronté à la mort, à la souffrance au quotidien, c'est une forme de pénibilité qui est complètement invisibilisée. Et de fait, quand on interroge les professionnels du secteur, ce qu'on a fait, je vous disais, on a fait une campagne Revaloriser le travail du soin et du lien, on a fait une grande enquête auprès des professionnels concernés. Il y en a 90% qui nous ont dit qu'elles ne tiendraient pas jusqu'à la retraite, qu'elles pensaient qu'elles ne pourraient pas tenir dans leur métier jusqu'à la retraite. Et on l'a fait avant la réforme des retraites avec la retraite à 64 ans.
On est sur des métiers qu'après 50 ans, on est très cassé pour pouvoir les effectuer. Et il y a besoin d'avoir une vraie négociation collective sur la question de la pénibilité. Or, aujourd'hui, des départs anticipés pour pénibilité, il n'y en a pas. Et c'est un énorme problème. Donc, la question de l'attractivité, c'est un sujet sur lequel on devrait travailler ensemble pour casser ce cercle vicieux sur conditions de travail dégradées égale turnover, déficit de candidatures et donc manque de personnel, donc conditions de travail dégradées. Il faut agir sur 2 leviers en même temps. D'abord, revaloriser les salaires, et ça, oui, ça coûte. Et donc, effectivement, il y a un dialogue à faire avec les pouvoirs publics, parce que les employeurs ne sont pas les seuls responsables, tout à fait d'accord. Et puis 2, il faut revaloriser les conditions de travail, augmenter les taux d'encadrement progressivement pour pouvoir renforcer l'attractivité. Mais sinon, on ne sortira pas de ce cercle vicieux. Et nous, on est très inquiets de constater ce que vous devez aussi constater sur le terrain, à savoir le fait qu'il y a de plus en plus de professionnels qui préfèrent être sur des contrats précaires que d'être sur des contrats titulaires, parce que c'est lié à aussi la situation, la maltraitance institutionnelle. Ça permet une forme de distanciation avec le métier, avec l'employeur, etc. Et de moins s'impliquer et de se protéger personnellement. Ça, c'est un signal d'alerte, en fait. Quand déjà, on a à peine à recruter et qu'en plus, il y a un turnover très élevé, comme c'est le cas, plus des contrats précaires qui se généralisent, et pas forcément à la demande des employeurs, aussi à la demande des salariés, c'est un vrai signal d'alerte qui fait qu'il faut agir ensemble. Donc moi j'ai un message, il faut renforcer le dialogue social dans le secteur. Aujourd'hui sur la Synerpa et la FEAP, les négociations sont bloquées jusqu'au PLFSS. Bon, il y a besoin de prendre des initiatives. Et pour finir par une note positive, moi je suis très contente de pouvoir fêter avec vous à l'occasion de ma venue le fait qu'on ait réussi à déboucher sur la convention collective de la BAS, donc la santé et l'action sociale, avec enfin un accord qui a été trouvé, qui permet de revaloriser les personnels de 230 € bruts par mois. Ça a été une longue bataille de la CGT pendant 1 an, avec en plus, c'était compliqué parce que c'était pouvoir public, employeurs et salariés, avec un renvoi de balles compliqué. On a enfin réussi à déboucher, c'est très important, c'était une magnifique victoire parce que c'est 1 million de salariés, essentiellement des femmes, qui vont profiter de cette très belle augmentation de salaire qu'on a arrachée. Ça doit faire tache d'huile dans les autres secteurs. J'ai écarté une mouche là, tout à l'heure, c'était une mouche du MEDEF, sûrement qui venait nous déranger pendant qu'on discutait. Est-ce que vous sentez, dans les remontées là encore de terrain de vos responsables, une différence entre l'ambiance à l'hôpital et l'ambiance dans les maisons de retraite? Ici, enfin, vous savez que ce secteur est organisé un peu en tuyau d'orgue, et le monde des EHPAD est comme assez distinct pour plein de raisons du monde hospitalier, même s'il y a notamment dans le secteur public un certain nombre de passerelles. Est-ce que vous sentez une ambiance encore plus en alerte à l'hôpital, dans les EHPAD? Qu'est-ce que, pour vous, tout c'est à peu près la même chose ou Ouais, c'est franchement, à l'hôpital, ça va très mal. Notamment évidemment sur les urgences. C'est difficile. En fait, les choses se manifestent pas pareil. Disons que dans les hôpitaux, contrairement aux EHPAD où il y a des choses qui peuvent se sentir avec des signaux faibles, sur les hôpitaux, c'est tout de suite des signaux forts, parce que ça veut dire immédiatement, quand dans les services d'urgence, il n'y a pas de possibilité de prendre en charge les patients dans les temps, ça veut dire des pertes de vie, ça veut dire des obligations de faire du tri de patients, et des patients où on voit des pertes de chance immédiates. Donc ça saute aux yeux, peut-être encore plus fortement que sur les EHPAD, parce que c'est de l'immédiat où en 24 heures des gens peuvent mourir ou être sauvés, et où on voit de plus en plus un basculement. Donc vraiment, moi j'alerte en cette rentrée. Ça fait des années et des années que les soignants et surtout les soignantes se mobilisent dans le secteur de l'hôpital pour dire que ça n'est plus possible. On les a enfin entendus suite au Covid, mais le problème c'est que rien n'a changé pour elles après, voire même la situation maintenant est pire que pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, il y avait un soutien très fort de la population, une responsabilisation des équipes, voilà, une grande solidarité. Là, on est revenu à avant, en pire, parce que la situation, elle s'est encore dégradée. Donc ça ne peut plus durer. Et pour nous, la bataille sur le PLFSS est centrale pour les hôpitaux publics et les EHPAD publics, parce que là,
on voit que le dévouement des personnels ne peut plus pallier en fait. Jusque-là, on a eu un dévouement incroyable des personnels qui ont permis, en bouchant les trous, etc., que ça soit relativement indolore pour les patients. Là maintenant, c'est plus possible. Maintenant, on a des patients qui meurent aux urgences. C'est gravissime. Alors, dernière question, sous forme peut-être de récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Dans quelques jours ou dans quelques heures, peut-être c'est déjà fait d'ailleurs, vous allez avoir rendez-vous avec Michel Barnier. Oui. Vous allez évoquer plein de sujets. Donc, sur nos sujets, quels sont les 2-3 messages essentiels que vous avez à lui dire ? Effectivement, ça va figurer sur le dessus de la pile. Ma pile, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, et puis le troisième sujet, c'est la question de l'état des services publics, à commencer par l'école, les hôpitaux et les EHPAD publics. Et donc, ce que je vais lui dire, c'est que sur le PLF et sur le PLFSS, là, c'est des choix hautement politiques qu'il faut faire, et donc qu'il faut débloquer des moyens, et que c'est un investissement d'avenir. C'est quand on doit prioriser, on l'a vu pendant le Covid, tout le monde a dit on arrête l'accessoire, on centre sur l'essentiel. L'essentiel, il est là, il est dans les EHPAD et dans le système de soins. Donc quand il faut faire des choix, c'est cela qu'il faut faire. Et la CGT a des propositions de financement. On a 170 milliards d'aides fiscales et sociales aux entreprises chaque année. 170 milliards qui ne sont pas évalués et sur lesquels il n'y a pas de contrepartie. Par exemple, les aides à l'apprentissage, c'est 20 milliards. Ça a augmenté, il y a eu une augmentation exponentielle depuis 5 ans avec des effets d'aubaine énormes. Moi, j'ai entendu dire que pour 2025, on rechercherait entre 15 et 20 milliards. Juste, on travaille sur les aides à l'apprentissage, ça pourrait presque résoudre l'ensemble de la problématique. Mais donc, évidemment que je vais lui dire qu'il ne faut pas faire d'économies sur les hôpitaux et les EHPAD, mais je vais lui dire qu'il faut investir et faire une loi de programmation pluriannuelle. C'est ce qu'aurait dû être fait l'année dernière avec la loi Grand Âge. Il y avait quand même une majorité de parlementaires qui étaient favorables à cette loi de programmation pluriannuelle. Ça a été bloqué par le gouvernement. Moi, je suis assez confiante sur les députés pour porter cette question-là et qu'il y ait une majorité de députés. Maintenant, il faut qu'il ait la sagesse d'écouter le Parlement et de faire les choix budgétaires qui s'imposent. Parce que c'est pas possible qu'on soit dans un pays, la France, où en 2023 les dividendes atteignent un niveau record. On a quasiment 100 milliards de dividendes juste pour les sociétés du CAC 40. Si on fait en global, on est largement au-dessus, et que dans le même temps, on ne soit pas foutu de dégager l'argent nécessaire pour prendre en charge nos personnes dépendantes. C'est pas possible. Bon, écoutez, merci en tout cas de nous avoir à nous délivré le message avant de le dire à Michel Barnier. Promis, on lui répète pas d'ici là. Il n'y a pas de secret, je le martèle chaque jour. Vous voyez, on voit que vous êtes au-delà des propos très tranchants, et je vous en remercie parce que, une fois de plus, je le redis ici, il y a des gens d'obédience différentes dans la salle comme sur la scène, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir les avis des uns et des autres, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vos propos n'ont pas été édulcorés. Je remercie, je vois, vous avez en face de vous Jérôme Gage qui vous a écouté attentivement, qui va nous parler ensuite. Et donc il y a des parlementaires qui vont évidemment aussi relayer cette loi de programmation qui a été d'ailleurs rappelée hier par différents intervenants. Voilà, donc je vais demander à nos participants de vous saluer. Je vous remercie vraiment d'être venu ici pour la première fois et j'espère que ça établira des relations régulières désormais avec vous. De rien. Au revoir.